Place maintenant à notre débat. Ça pourrait être la bande-annonce de la prochaine saison du Bureau des légendes. C'est la réalité du cyberespionnage. Le consortium international de journalistes Forbidden Stories a révélé que depuis 2016, une douzaine de pays utilisaient un logiciel d'espionnage pour écouter des journalistes, des dissidents, des opposants via leur téléphone portable. Alors des pays autoritaires, mais également des démocraties auraient utilisé cette forme de surveillance. Alors comment faire face à cette nouvelle forme d'espionnage? Est-il possible de mieux encadrer la vente de ces logiciels? Pegasus, une exception ou la norme dans un futur de plus en plus technologique? Nous en débattrons juste après la mise au point d'Amira Swilem. Le phénomène est planétaire. Un espionnage massif a eu lieu à travers le programme Pegasus. C'est une fuite de données explosive. Pegasus. Depuis 2 jours, la révélation de l'utilisation planétaire de ce logiciel espion fait scandale dans le monde entier. Edward Snowden, le mythique lanceur d'alerte américain, a réagi. La seule chose que ces gens vendent, ce sont des virus. Et le fait qu'ils ne le vendent qu'à des gouvernements n'est pas rassurant quand on voit la liste des personnes visées par le programme. Et les cibles de ce logiciel, les voici. Opposants, journalistes, avocats et militants des droits de l'homme. Discret, le mouchard conçu en Israël est capable d'infiltrer les moindres recoins de leur téléphone. Photos, vidéos, SMS, accès aux messageries censées être cryptées, mais aussi activation du micro et de la caméra à distance. C'est l'intimité même des cibles que ce virus fait voler en éclats. C'est une arme extrêmement sophistiquée qui vise à connaître tout de vous, tous vos secrets. Une véritable menace pour la liberté d'expression, pour la liberté de la presse. Et cet outil est vraiment utilisé pour espionner les sociétés civiles et pour faire taire les journalistes, entre autres, ou les militants des droits de l'homme. Parmi les pays friands de cette technologie, des régimes pas vraiment connus pour leur respect des droits de l'homme, comme l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Kazakhstan, le Maroc ou encore le Rwanda. Mais aussi des pays classés comme démocratiques à l'image du Mexique, de l'Inde ou même de la Hongrie. Et comme un scandale n'arrive jamais seul, les États-Unis ont rassemblé hier une large coalition internationale des démocraties pour accuser la Chine de se livrer à des activités de cyberattaque via des hackers privés. Nous sommes ici aujourd'hui pour annoncer l'inculpation de 4 ressortissants chinois pour avoir coordonné un complot de plusieurs années, visant à pirater des systèmes informatiques d'entreprises privées, d'universités et d'entités gouvernementales aux États-Unis et dans le monde entier. Alors, les guerres de demain se livreront-elles dans le cyberespace? Face aux attaques et aux logiciels espions, comment les démocraties peuvent-elles protéger nos libertés et contre-attaquer? Et pour en parler ce soir, eh bien, nous recevons Fabrice Epelloin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignant, entrepreneur, spécialiste de la cybersécurité. Et selon vous, en matière de cyberguerre, les Américains étaient les rois du monde jusqu'en 2018. Et puis d'abord les Russes et maintenant les Chinois les ont rattrapés. Et d'un seul coup, ce qui leur paraissait normal les inquiète. À vos côtés, Laura Kayali, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste spécialiste des nouvelles technologies à Politico Europe. Selon vous, la vente et l'achat de ce genre de logiciel espion n'est pas interdit, mais les démocraties devraient imposer un moratoire en fait sur la commercialisation de ces outils qui donnent accès à tout ce qui se passe dans votre téléphone. Et puis Pierre Aski, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chroniqueur géopolitique à France Inter, également président de Reporters sans frontières. Selon vous, la protection des États démocratiques passera soit par la mise en place de garde-fous, soit par la dissuasion. La France s'est dotée depuis 2 ans d'une stratégie offensive pour pouvoir dire, je cite, « Si vous nous cherchez des noises, nous répliquerons ». Voilà, des noises, hein, c'est bien le mot employé. Et pour entamer ce débat, c'est avec vous, Sonia, et la question en 28 secondes. Oui, quelles informations personnelles ce logiciel est-il capable de collecter dans nos téléphones? Laura Kayali, comment est-ce qu'il fonctionne, ce logiciel? Est-ce qu'il peut vraiment accéder à toutes les informations qui sont dans nos téléphones? Il peut accéder à tout. À vos messages, à vos mails, à vos photos, à vos contacts. Et surtout, il peut également accéder à vos messages si votre application est chiffrée. Et donc, en fait, vous n'êtes pas protégé, même si vous utilisez des applications très sécurisées comme Signal. Et il peut également transformer votre téléphone en micro et donc avoir accès à vos conversations dans la vie de tous les jours. Alors, la chose qui est assez étonnante, Fabrice Epelloin, c'est que aussi c'est un
finalement un logiciel espion qu'on peut installer à distance. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de prendre le smartphone, le téléphone de quelqu'un pour l'installer. Hein. Tout à fait. On peut l'installer à distance et on peut l'installer sans que vous ne fassiez quoi que ce soit. C'est dans les dernières versions de ce logiciel, à partir de 2019-2020, il était possible, juste sans la moindre intervention, sans que vous ne rendiez compte de quoi que ce soit, d'avoir ce logiciel installé sur votre téléphone. C'est redoutable. Donc, c'est-à-dire il fallait répondre à un mail frauduleux? Même pas. Même pas. Rien, absolument rien. Juste les premières versions 2015-2016 qui ont été identifiées, il y avait des SMS frauduleux, des mails frauduleux, des choses comme ça. Et à partir de 2018-2019, ils ont mis au point une technique qui permettait de prendre le contrôle de votre téléphone et d'avoir accès à tout ce à quoi vous, en tant que propriétaire du téléphone, vous avez accès, sans que vous ne fassiez quoi que ce soit, ni un clic, ni ouvrir quoi que ce soit. Alors, on va voir avec vous, Vincent, que ce cyberespionnage, ça concerne beaucoup de monde et c'est votre chiffre du jour. Oui, 50 000 numéros, Jean-Mathieu, de téléphone apparaissent sur la liste de cibles de Pegasus. Pierre Aski, dans ces 50 000 noms, il y a des noms illustres, des chefs d'État, des journalistes, des chefs d'entreprise. Mais est-ce que cette technique d'espionnage pourrait concerner tout le monde, le citoyen lambda? Est-ce que c'est une crainte que chaque citoyen doit avoir? Chaque citoyen est déjà espionné d'une certaine manière. Souvenez-vous des révélations d'Edward Snowden en 2013, hein, ça fait un moment, qui montrait qu'on était rentré dans l'ère de la surveillance de masse. Là, on est dans une surveillance ciblée, donc de la part d'États qui cherchent des informations. Donc, ils vont le chercher chez les gens qui en produisent et dont ils se méfient. Amis ou ennemis d'ailleurs, ce qui est intéressant dans cette liste, c'est qu'il y a aussi des gouvernements qui espionnent leurs amis, ce qui est une constante aussi une notion de l'amitié un peu curieuse, mais bon. Oui, tout à fait, mais c'est toujours intéressant de savoir ce que préparent, et ce que pensent, et ce que complotent vos amis dans certains pays. Mais en tout cas, oui, tout le monde est susceptible d'être ciblé. Mais là, en l'occurrence, cette liste, c'est une liste VIP. Elle est très haut placée. Alors, Laura Kayali, qui a conçu ce logiciel? C'est un groupe israélien, mais qui est-il en fait? C'est un groupe israélien qui s'appelle le NSO Group, donc qui a conçu ce logiciel qui s'appelle Pegasus. Donc cette entreprise a été fondée par des anciens du renseignement militaire israélien, et y compris dans les rangs de l'entreprise, ils recrutent beaucoup dans l'armée israélienne. Et donc en fait, ce logiciel Pegasus, on l'a pas découvert ce week-end en fait. Ça fait 5-6 ans qu'on le connaît, et on a vraiment découvert l'ampleur en fait de son utilisation ce week-end. Et pourtant, NSO, eux, ils démentent. Hein. Ils disent c'est pas du tout fait pour ça, c'est une mauvaise interprétation de notre logiciel. Oui, mais ils peuvent dire. Oui, c'est ce qu'ils disent, et c'est comme les Chinois qui disent on n'a pas cyberattaqué. Voilà, c'est le jeu. Hein. Ils vont pas dire on est complice. Après, c'est vrai que ce qu'ils disent, c'est on a fait des contrats avec ces gouvernements, et c'est eux qui ont violé les contrats en utilisant ce logiciel à des fins que nous n'avions pas prévues. Non, justement, Fabrice Ebelmois, qui peut acheter ce logiciel? Les États. Et est-ce qu'ils peuvent le faire sans l'accord du gouvernement israélien? Non. Alors, uniquement des États, toute forme d'agence gouvernementale, la police, la justice, les renseignements, mais il faut que ce soit des États. Et évidemment, ils ne peuvent pas le faire sans le blanc-seing du gouvernement israélien, qui, ceci dit, ne pose pas beaucoup de limites. Les limites du gouvernement israélien, c'est essentiellement les États-Unis et la Russie. Donc, tant qu'on ne va pas chercher des noises sur le territoire américain, sur le territoire russe, le gouvernement israélien... Et pourquoi il ne veut pas le vendre aux États-Unis et à la Russie? Il ne veut pas le vendre à des gens qui vont s'attaquer aux États-Unis ou à la Russie. Pour des raisons qui sont plus de l'ordre de la géopolitique qu'autre chose, parce que c'est des logiciels qui sont extrêmement intrusifs, parce que c'est des logiciels qui peuvent servir à renverser un État. Il y a déjà visiblement les débuts d'une affaire qui ressemble à ça, parce que c'est des logiciels qui peuvent poser d'énormes problèmes, et parce que forcément, il y a une collaboration très étroite entre les services américains et les services israéliens, notamment dans le domaine cyber, et qu'il s'agirait de garder cette relation intacte parce qu'elle est extrêmement précieuse. Alors Pierre Aski, quel est l'intérêt pour le gouvernement israélien de vendre cette technologie, justement? C'est un instrument d'influence. Si vous regardez les pays dont on parle, l'Arabie Saoudite, le Maroc, les Émirats Arabes Unis, le Bahreïn, il se trouve que 3 des 4 que je viens de citer viennent de nouer des relations diplomatiques avec Israël. L'Arabie Saoudite ne l'a pas fait, mais elle a des relations extrêmement étroites. Donc on voit bien que les services israéliens et NSO, entreprises privées, ont noué des relations avec ces pays avant même
qu'il y ait des relations diplomatiques. Donc on voit bien que c'est un outil d'influence. Et il y a même un élément, un détail extraordinaire dans cette histoire. Ce logiciel a servi dans l'affaire Khashoggi. Vous savez, ce journaliste saoudien qui a été assassiné dans l'enceinte du consulat saoudien à Istanbul. Ça a servi à quoi finalement? Ça a servi à identifier ses contacts avec des dissidents saoudiens. C'est extrêmement documenté, on sait tout là-dessus. NSO a suspendu le contrat avec les Saoudiens après la mort de Khashoggi. C'était trop énorme d'une certaine manière. Le gouvernement israélien a demandé à NSO de le rétablir. C'est donc un instrument de diplomatie, de soft power d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on a de l'influence auprès de ces États en leur fournissant ce qui les intéresse le plus, c'est-à-dire une technologie que sans doute il leur faudrait des années pour développer en interne et qui leur permet de rentrer dans la tête de leurs opposants. Oui. Laura Kayali, cet instrument, il est connu maintenant depuis des années. Comment on explique que les messageries dites chiffrées n'aient pas réussi à s'ajuster aux possibilités de Pegasus et à conserver la confidentialité qu'elles promettent? En fait, NSO Group, vous avez des gens qui du matin au soir sont payés pour toute la journée chercher des failles de sécurité. Et donc en fait, même si vous avez des logiciels qui sont très sécurisés, les logiciels d'Apple, ils sont parmi les plus sécurisés, c'est très difficile de se battre contre ça. Parce que vous avez des gens dont le job toute la journée, c'est de chercher la micro-faille et d'être toujours, comme disait Le Monde ce matin, 5 coups d'avance. Ils avaient 5 coups d'avance en fait sur Apple. Et donc c'est très difficile, même si vous avez des grosses équipes, de tenir le rythme. Est-ce que ce dévoilement d'un mot discrédite et empêchera Pegasus désormais de faire ce travail? Le fait qu'on connaisse maintenant publiquement ce pouvoir? Alors ça va dépendre de si la communauté internationale se saisit du sujet, si on met en place un moratoire comme le demande Edward Snowden. Ça va dépendre en fait de la réaction des États si on interdit la vente en fait de ce logiciel. Mais interdire Pegasus, c'est pas le mot, mais on imagine qu'il y en a d'autres aussi logiciels espions. Il y en a d'autres. Pegasus, c'est quand même le nec plus ultra en la matière, mais interdire la vente de ces logiciels est complètement irréaliste. Tous les services de renseignement utilisent ce type de logiciel. Il faut quand même ouvrir les yeux sur le fait que typiquement dans les journalistes espionnés en France, on en a à ce stade, et on est au début de l'affaire, un au Monde dont on n'a pas l'identité mais qui n'a strictement aucun rapport avec le Maroc, qui n'a jamais écrit sur le Maroc, et puis on a Éric Zemmour qui n'a quasiment aucun rapport avec le Maroc. Très clairement, il s'agit plutôt d'accords de coopération entre les services marocains et les services français, parce que la loi interdit aux services français d'espionner des journalistes, des avocats ou quoi que ce soit de ce type-là en France, mais par contre, rien n'interdit au Maroc d'espionner pour le compte de la France et de partager ses renseignements dans le cadre d'un accord de coopération. J'étais sur ce plateau il y a 2 mois pour parler d'une affaire où le Danemark espionnait des hauts fonctionnaires européens pour le compte des États-Unis. Les services fonctionnent sur ce mode de coopération. Donc, il faut aussi ouvrir les yeux sur le fait qu'on a aujourd'hui quelques méchantes dictatures et semi-démocraties qui se sont fait attraper à espionner. Mais la réalité, c'est que derrière, on a tout un cadre de coopération internationale qui font que ces logiciels sont utilisés aussi bien par des gentilles démocraties que des méchantes dictatures. Ça ne va pas être interdit si tôt. Alors, ce cyberespionnage, on le voit, c'est une réalité désormais presque quotidienne. Il y a cette affaire Pegasus, mais il y a aussi d'autres affaires. Et c'était le cas hier, on en a parlé aux États-Unis. Oui, la porte-parole de la Maison-Blanche, Jen Psaki, a annoncé la création d'une coalition contre les cyberattaques menées par la Chine. On la regarde. Aujourd'hui, un groupe sans précédent d'alliés et partenaires, dont l'Union européenne, le Royaume-Uni, l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, le Japon et l'OTAN se joignent aux États-Unis pour exposer et critiquer les cyberactivités malveillantes du ministère chinois de la Sécurité d'État. Et c'est la première fois que l'OTAN condamne les cyberactivités de la Chine. Pierre Aski, habituellement en France, on associe plutôt la Russie aux cyberattaques, pas la Chine. Alors la Chine a beaucoup progressé ces dernières années et est devenue un acteur majeur du cyberespionnage, mais aussi de cyberattaques. Mais ce qui est intéressant dans l'affaire américaine, c'est que à la fois il y a ce que font les Américains depuis des mois, ça a commencé avec Trump, ça continue avec Biden, c'est-à-dire une coalition contre la Chine pour bloquer l'essor de la Chine. Et puis il y a ce qui se passe et ce que sont en train de mettre en place les Américains sur le cybermonde. On a vu l'autre jour, il y a 2 mois, Biden avec Poutine à Genève. Il lui a remis une liste de 16 secteurs en disant voilà, vous touchez à l'un de ces secteurs,
on fera la même chose chez vous. Et là, en faisant du naming and shaming, c'est-à-dire on cite et on met le projecteur sur le coupable, on fait la même chose avec les Chinois. Et on leur dit, en gros, c'est fini, la ligne rouge est là, et on rentre dans une ère on essaye en tout cas, de rentrer dans une ère de dissuasion. Et c'est un petit peu ce qui s'était passé avec le nucléaire, qui est peut-être plus facile d'une certaine manière, parce qu'on sait d'où part le missile et on sait qui dispose quel est l'ennemi. Sur le cyber, c'est plus compliqué parce que l'attribution est une chose extrêmement compliquée. Mais en tout cas, on essaye de mettre en place dans un système qui n'a pas de règles, il n'y a pas de loi de la guerre, il y a des lois de la guerre dans tous les autres domaines. Le cyber ou l'espace n'ont pas de régulation. Et donc les Américains essayent de créer un rapport de force pour négocier ces règles de la cyberguerre. Alors on va voir justement que ce que vous dites, Pierre, ce qui n'est pas nouveau, et on va prendre pour ça notre archive du jour qui nous ramène en 1998, en avril de cette année, l'Union européenne découvre qu'elle est espionnée par ses alliés, notamment américains. Le système Échelon ne consistait pas vraiment à prendre des nouvelles de ses meilleurs amis, mais plutôt à découvrir les secrets industriels du vieux continent. On ne se méfie jamais assez de ses vieux copains. Un document confidentiel révèle que tous les mois, des millions de communications téléphoniques, fax ou téléx sont décryptées par un gigantesque système d'écoute baptisé le réseau Échelon. Cette grosse boule pointée vers un satellite. Même chose ici, ou encore là. Elles sont des centaines de par le monde et appartiennent à un organisme d'espionnage américain, la NSA. 80 000 personnes, le plus grand parc du monde de superordinateurs, un service ultra secret dont les bases sont dispersées sur toute la planète, quelquefois à l'insu des pays d'accueil. Grâce à cette gigantesque installation, toutes les communications par téléphone, fax, courrier électronique sont interceptées. Ce système vient d'être dénoncé dans ce rapport de la communauté européenne. Nom de code, Échelon. Envoyer un document par télécopie, c'est comme envoyer une enveloppe, un document sans enveloppe. Le document circule et si quelqu'un peut le prendre, il peut le lire. Et tout ça, je pense que ça se pratique dans toutes les entreprises privées et probablement publiques. Voilà, ça, nous étions en 1998, Laura Kayali. En quoi c'est différent finalement un espionnage d'un pays, de la part d'un pays démocratique qu'une dictature ? Alors ça, c'est la question à 1 million. On pourrait dire qu'un pays démocratique, il y a un système de justice qui serait plus... Je vois que vous n'avez pas l'air tout à fait d'accord. Mais c'est vrai que ce qu'avait montré Edward Snowden en 2013, c'est que les États-Unis avaient fait la même chose. Ils avaient espionné Angela Merkel avec l'aide du Danemark. Et ce qu'on voit aussi dans ce scandale Pegasus, c'est que la Hongrie, qui est un pays de l'Union européenne, a utilisé également ce logiciel. Et ce qui est assez ironique, c'est que l'Union européenne, il y a 6 mois, a validé une loi de limitation assez légère de ce type de logiciel. Et en fait, un pays qui l'a voté est en train de l'utiliser. Donc c'est sûr que ça pose beaucoup de questions. Et on vient d'apprendre, en effet, Fabrice Ebellouin, que donc, le Maroc, pays ami, aurait espionné donc, Emmanuel Macron. Les États-Unis, pays ami, a également espionné à l'époque François Hollande et Angela Merkel. C'est normal, c'est comme ça que ça se passe. Ouais. Et ça ne va pas empêcher le Maroc de collaborer sur d'autres aspects avec les renseignements. C'est pour ça qu'on a un peu de mal à croire à la coalition contre les cyberattaques la coalition chinoises, parce que est un fantasme. Les coalitions d'espions, ça existe ne serait-ce qu'au niveau européen, la cybersécurité au niveau européen, c'est un fantasme. Rappelez-vous, le Danemark espionnait pour le compte des États-Unis des hauts fonctionnaires français. Il y a quelques années, c'est l'Allemagne qui espionnait pour le compte des États-Unis des secrets industriels d'Airbus. Enfin, c'est totalement fantasmagorique. L'idée d'une Europe de la défense est fantasmagorique déjà, mais alors de la cyberdéfense, c'est encore plus. Ça n'arrivera pas. Alors on parlait de la France à l'instant, et avec vous, Sonia, on va voir que Israël n'a pas le monopole de la vente d'outils de surveillance numérique en la matière, puisque des entreprises françaises ont même récemment été mis en cause. Oui, c'était le mois dernier. 4 dirigeants d'entreprises françaises, Amesis et Nexa Technologies, ont été mis en examen, notamment pour complicité d'actes de torture. 2 informations judiciaires distinctes ont été ouvertes suite à des plaintes de la FIDH, la Fédération internationale pour les droits humains, et de la Ligue des droits de l'homme. La première vise la vente en 2007 et en 2011 au régime de Mouammar Kadhafi d'un programme de cybersurveillance baptisé Eagle. À l'époque, la France, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, avait entamé un rapprochement diplomatique avec
avec la Libye de Kadhafi. La société française Amesis est donc accusée d'avoir fourni en toute connaissance de cause du matériel à l'État libyen qu'il a utilisé pour repérer des opposants puis les arrêter et les torturer. L'affaire avait éclaté en 2011 en plein printemps arabe suite à des révélations du Wall Street Journal. 3 ans plus tard, Amesis a changé de nom et d'actionnaire. Ses anciens dirigeants fondent Nexa Technologies et proposent désormais leur service à une autre dictature de la région, l'Égypte, du maréchal Al-Sisi. Un contrat de vente portant sur un logiciel d'écoute est signé en 2014, officiellement pour lutter contre le terrorisme islamiste. Mais il aurait aussi été utilisé pour traquer là aussi des opposants. Dans le cadre de cette deuxième instruction, les juges du pôle chargé des crimes contre l'humanité du tribunal judiciaire de Paris enquêtent également sur des faits de vente de technologies de surveillance à l'Arabie Saoudite. Pierre Aski, finalement, on n'est pas très bien placé pour donner des leçons. Mais personne n'est bien placé pour donner des leçons. On est dans le règne de l'hypocrisie absolue. Il se trouve que Pegasus, c'est comme disait Fabrice, c'est le nec plus ultra. Donc c'est le meilleur, le plus intrusif, le plus perfectionné, mais que tout le monde est dans ce business, si je peux permettre. Et en plus, on ne sait pas et on ne parle pas de ce que font les Chinois ou les Russes en matière d'intrusion, d'espionnage ciblé de cette manière. Avec leurs propres outils. Donc là, avec leurs propres outils, évidemment. Et on voit très bien d'ailleurs que Pegasus n'est pas vendu en Asie. Et on peut pas, à part l'Inde, on peut pas imaginer que l'Asie ne s'intéresse pas à ce que font ses opposants ou ses avocats. Donc il y a la problématique, elle est aujourd'hui mondiale. Elle est comment arriver à réguler, si tant est que ça soit même envisageable, un secteur qui a explosé. Le seul moyen, et c'est un peu ce que dit Edward Snowden dans son interview à plusieurs journaux ces derniers jours, c'est aussi que les opinions publiques s'en emparent. C'est qu'il y a un moment qu'on est peut-être un peu un ras-le-bol de voir que ce qu'on a dans la poche est transparent et que tous nos secrets personnels, qu'ils soient politiques ou privés, sont à la disposition de ceux qui en ont les moyens et qui ont payé cher pour les avoir. Alors, Akali, c'est-à-dire qu'on fait trop confiance à la technologie ? C'est-à-dire qu'on n'imagine pas qu'elle peut nous faire aussi du mal, finalement, cette technologie ? Je pense que les gens ont quand même réalisé avec le scandale Cambridge Analytica, il y a quand même... Pendant l'élection américaine, Facebook. Voilà, exactement. Je pense qu'il y a quand même une prise de conscience sur l'aspect peut-être plus commercial, entre guillemets, de la surveillance, les données pour nous vendre des choses. Et peut-être que ce qui manque, effectivement, c'est de se rendre compte que les gouvernements et les services de renseignement font également, aspirent autant de données, oui. Mais à vous entendre, Fabrice Cepelbois, on a l'impression que la confidentialité politique, et donc militaire et de renseignement, est quasiment devenue impossible. Hors d'homme à homme, mais par les machines. Politique, si on suit quelques règles de sécurité, typiquement l'affaire qui a touché Macron, hier Hollande ou Angela Merkel ne pourrait très difficilement arriver au président américain. Parce que le président américain, on lui impose un téléphone qui est extrêmement bridé et il n'a pas le choix. On lui impose sa sécurité, il n'a pas le choix. Le président français choisit et décide. Et donc lui va arborer fièrement sur sa photo officielle 2 iPhones. À partir de là, on ne peut pas faire grand-chose. Et donc forcément, c'est une cible. Aller faire la même chose auprès du président américain, ça, c'est un sacré challenge. Mais on n'a pas les mêmes règles de sécurité, on n'a pas les mêmes usages, et surtout, les Américains sont infiniment mieux placés pour savoir à quel point tout ça est dangereux, vu que c'est la principale force offensive de la planète. Très loin devant les Russes, les Chinois ou qui que ce soit d'autre. Et bien on continuera, j'imagine, à en parler, puisque ça va feuilletonner pendant tout l'été autour de cette affaire Pegasus. Merci en tout cas à vous 3 d'être passés par 26 minutes ce soir.